L'Agence Rurale vous présente votre émission. Alors j'ai beaucoup aimé cette première recette avec Gabi. Il m'a fait découvrir une nouvelle sauce. Donc une sauce, c'est un ketchup à la banane. J'ai beaucoup aimé avec ses gougnettes. J'ai hâte de voir ce que Gabi va me proposer pour cette deuxième émission. Bonjour, nouvelle émission, nouvelle recette. Mais cette fois-ci, je me suis fixé comme objectif de faire apprécier à mon invité Zahir le mulet. Tu vois, celui-là c'est mon couteau pour faire les filets. Ta lame là, tu vois, elle est quand même un peu flexible, mais elle est rigide. Un bon couteau qui coupe, c'est un couteau dont on prend soin. Prendre soin de son couteau pour que lui puisse faire des bons filets. Donc à partir du mulet, on va travailler sur un gravlax. Et c'est quoi un gravlax? Un gravlax, c'est une recette de pays nordiques. Alors eux, ils utilisent du saumon. Le saumon, c'est très gras. Et pour le conserver, ils vont le faire mariner avec du sucre et du sel. Alors la recette, elle est très simple. Pour 1 kg de sel, vous avez 400 g de sucre en poudre et 100 g de poivre concassé, poivre noir concassé. Alors, eux, ils vont mettre à mariner le poisson pendant 12 heures, toute une nuit. Nous, on va faire quelque chose de plus rapide, de plus instantané. Mais ça te permet de conserver ton poisson un peu plus longtemps. À l'époque, pour conserver le poisson, ils le mettaient au sel. Donc, on prend du cabillaud, on le sale et ça devient de la morue. Ou du bacalao pour les Brésiliens ou les Portugais. Okay. Allez, on essaye de trouver notre version, nous, locale, avec un mulet. Toujours, on va commencer par le filet. Moi, j'utilise une technique japonaise. Et la première des choses, c'est d'avoir une planche qui soit propre. Ton poisson, il est vidé. Et j'ai un petit linge humide. Et les Japonais, ils travaillent toujours avec. Ils ont l'art de faire des filets de poisson. Et ils ont l'art d'avoir des bons couteaux. Okay. Donc la première des choses, je passe derrière la tête et la nageoire. Tu vois, je range un peu mes doigts et je vais jusqu'à l'arête centrale. Donc là, ce que je veux, c'est enlever la tête. Okay. Je pars en biais, dans le sens contraire des écailles. Et voilà, je vais jusqu'au bout, tu vois. T'entends? Je mords un peu plus haut pour récupérer le maximum de chair. Et là, ici, j'attrape mon poisson, la tête, au niveau des ouïes, et je vais faire un pivot comme ça. Un effet levier, tu vois. Là, et tac, je casse la colonne. Après, je tire un petit peu, et là, ça vient tout seul. Donc là, j'ouvre. Et il faut que j'appuie un petit peu. Et tu vois, quand j'appuie, ça va bomber ici. Là. Regarde. Tu vois? Donc ça va faire sortir ma chair. Donc technique japonaise, pareil. Okay. En même temps que je vais passer ma lame et suivre la nageoire, je bombe. Et là, je vais suivre l'arête centrale. Là, je vais buter sur la colonne ici. Là. Ok. Là, je bute sur la colonne. Je vais commencer à passer de l'autre côté de la colonne et je descends. Ok. Je descends. Ok. Attention. Après, ma lame, elle va ressortir ici. Regarde. Tac. Ok. Non. Et là, j'ai plus qu'à descendre. À ce stade, le bas, il est libéré. Je tourne mon poisson et là, c'est bon, je pars. Okay. Alors, si tu es sur les écailles et que tu n'as pas un bon couteau, tu peux partir comme ça. Attention, et je pars en biais. Okay.
vois. On a fait le plus gros du travail, sorti la tête, les colonnes vertébrales. Là, il nous reste des filets avec la peau. Et là, il y a encore les arêtes centrales ici. Nous, ce qu'on veut, c'est juste récupérer la chair. Alors le mulet, on va regarder. Mais tu vois, il est assez rouge ici. Là. Okay. Toi, il faut que tu calcules pour sortir le rouge tout de suite. Là. Donc tu vas pas mettre ta lame directement sur le côté peau, mais tu vas laisser 1 mm de chair. Regarde. Et j'ai laissé le rouge sur la peau. S'il vous plaît, ne jetez pas les carcasses de poissons en mer, même la nourriture. Ça reste dans le bateau, il y a des seaux qui sont prévus par la province sud pour ça. Donc vous gardez vos déchets et vous les enterrez à la maison, vous les jetez à la poubelle. Là, la façon de faire les filets, hein, il y a beaucoup de respect dans le travail que tu vas faire sur un animal. Parce que tu pars du principe quand même que tu vas le manger. Donc tu dois respecter l'animal, faire des bons filets et pas gaspiller et ne pas le tordre ou l'abîmer. On a presque fini. Si le rouge, si t'en veux pas, tu l'enlèves. Okay. Et là je vais suivre, je vais descendre ici là au niveau des arêtes centrales. Voilà. Okay. J'enlève un peu, tu vois. Là je redescends. Les petites arêtes du milieu, je les sors. Voilà mon filet. Donc ça, c'est prêt à être mangé, c'est prêt à l'emploi. Après, on va voir ce qu'on peut faire avec peut-être la tête. Tu vois, le poisson, il est gras. Je sens que le poisson, il est gras. Le saumon, c'est gras. On fait du gravlax avec du saumon. Donc, je vais utiliser le gras du mulet. Ce que je te propose, c'est de goûter. Parce que pour savoir le goût que ça a, il faut mordre dedans. Hein. C'est comme ça qu'on va savoir. Voilà, Ouais. Sashimi alors? Allez. Ben voilà. Donc là, il peut être mangé en sashimi. Tu as déjà mangé du mulet en sashimi? Non. Ben voilà. Alors si vous avez du mulet frais, et ça c'est facile d'en trouver en Calédonie, surtout n'hésitez pas, on confirme avec Zahir en sashimi, c'est parfait. Tu connais Annette? Je sais pas. Pas ta voisine? Non. Non, l'Annette. Côté un petit peu herbe. Hein. Alors c'est ça qu'ils utilisent pour faire le gravlax. Hein. Donc il y a bien du sel, du poivre, du sucre et de l'aneth. Si vous n'avez pas d'aneth, vous pouvez remplacer par des tiges de fenouil. On va revenir avec un goût anisé et un parfum d'herbe. Ok? Ok. Alors, en général, tu as pour une cuillère à café de sel, c'est une demi-cuillère à café de sucre. Tu vois, moitié. Là, ce qu'on va faire, on va déjà assaisonner un petit peu la base. Tu as juste à saupoudrer. Okay. Et là, on ne veut pas trop sucré. Pareil pour le sel. Vas-y, essaye. Voilà, c'est juste de bien répartir. Et là, ton sel et ton sucre, il est bien réparti. Alors, je pense que ça va suffire. Le sucre, il va commencer à cuire un peu le poisson. Alors, je ne rentre pas dans la biochimie, peut-être que tu pourras aborder ça à l'école, mais ça a une incidence sur le poisson et en fait, il a un goût qui est moins cru. Des fois, le goût du sang et du cru, et avec le sucre, ça va, en fait, ils vont coaguler un petit peu les protéines du poisson déjà, tu vois? Ouais. Ok. Bon, moi, je rajoute l'aneth.
Je pose le filet. Pas encore. On va mettre un petit lit d'aneth. Pareil. Là. Alors le sel, ça va faire rendre l'eau du poisson et ça va le raffermir. En texture, il va être beaucoup plus agréable. Ouais, ouais. Et là, on pose. Délicatement. Quand tu fais un travail, alors désolé pour la déformation professionnelle, hein, mais quand on fait un travail, il faut que tout soit délicat, c'est comme si tu faisais un travail artistique. Donc on fait un travail avec le cœur. Bon voilà, j'avais même pas besoin de t'en parler en fait. Magnifique, super. Maintenant on fait la même chose par-dessus et je te laisse finir. L'aneth. Là maintenant je vais rabattre mon papier film de telle manière à ce que ça adhère bien au poisson. Là, si tu veux le conserver plus longtemps, après on va mettre de l'huile pour le laisser mariner. Chasse l'air. Tu rabats ici. Ok. Chasse un peu d'air. Voilà. Ça, on va l'emmener au frigo et on peut le garder comme ça au moins 4-5 jours. Cool, hein? Ouais. Donc, tu vois, on est parti de ça, on arrive à ça. Et ça, c'est prêt à l'emploi. Ouais. On passe à la suite? Allez. Je te présente une crème. Dans le Pacifique Sud, on n'a pas toujours de la crème fraîche. Et ben, moi, j'ai cherché un moyen de retrouver ça et d'utiliser les produits qu'on a. Donc le coco, quand tu regardes, c'est blanc. Et le coco vert, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait arriver à imiter la crème fraîche. Hein, à Tahiti, on mange le mitihue. Donc c'est du coco vert fermenté. Mais là, on va en faire une version plus légère, plus sucrée et non fermentée. Il vous faudra pour la recette un coco vert, de la moutarde, du sel, du jus de citron, un peu d'ail en poudre et je rajoute un petit peu d'huile d'olive. On va garder un petit peu de jus. Ok. Voilà. Si tu as des petits morceaux comme ça, c'est un petit peu amer, tu les enlèves. Maintenant, la moutarde, comme si on faisait une vinaigrette. Je vais rajouter un petit peu d'eau de coco. On va acidifier. Le mitihue, t'as déjà goûté? Je sais pas c'est quoi. Bah, t'as pas du sang tahitien, toi? Si, mais... Tahitien de Calédonie, en fait. Donc le mitihue, c'est un petit peu acide, la fermentation. Là, donc là, on va aller chercher de l'acide. Moi, j'aime bien mettre un petit peu d'ail en poudre. Juste un peu, hein. Et du sel. Et un petit coup d'huile d'olive. Entre le coco vert et l'huile d'olive, on fait des sacrés voyages. Hein. Toi, tu cherches chercher le goût, le délicieux. Mon précieux. Goûtez un petit peu. C'est bon? Pas mal, hein? Ouais. Toutes ces préparations, ça met du temps. Donc des fois, il vaut mieux optimiser puis en faire une certaine quantité, tu vois. Yaourt aussi, hein? Tu fais ça, mais tu fais version sucrée.
Tu prends ta crème de coco, ton eau de coco, tu mixes avec un petit peu de miel. Puis après, voilà, tu te coupes une banane, tu te mets des petits muesli, Ah ouais. et ça te fait ton petit dessert, quoi. Est-ce que tu peux dire qu'il y a du coco dedans? Un petit peu. Pas évident quand même. Si tu fais déguster ça à quelqu'un, ben, il va pas vraiment savoir ce que c'est, tu vois. Alors c'est cool, parce que ça, ce qu'on appelle une sauce, une crème éco-responsable. Tu sais pourquoi? Non. Regarde, le coco là, il peut partir au compost. Si on avait utilisé du yaourt ou de la crème, l'empaquetage, donc le Tetra Pak ou le pot en plastique, où est-ce qu'il va? À la poubelle. Oui. Et donc, à la décharge, au fur et à mesure qu'on consomme des produits importés, même si c'est pratique et on en a besoin, ben, est-ce qu'on préfère avoir des déchets coco ou des déchets plastiques? Ben, des déchets coco. Voilà, ok. Donc le fait de cuisiner des produits locaux, c'est intéressant, ok, parce qu'on a moins de déchets localement. Donc je vais te proposer un beignet ou on pourrait dire une petite crêpe à base de légumes. Je sais que votre génération, des fois, les légumes, vous avez un peu du mal. Mais je vais te faire goûter en beignet et tu vas me dire ce que tu en penses. Okay. Alors ça, je sais que le maïs, vous appréciez. Les feuilles, un peu moins, et tout ce qui est vert, encore moins. Ouais. Hein, ok. Tu connais ça? Ça ressemble à un piment. Voilà. Alors, c'est famille des hibiscus, c'est les gambos. Ils sortent en ce moment, là, on est en pleine saison. Ladyfinger en anglais. Et les okras, je crois que c'est en culture indienne. Ce que tu vas faire, tu vas en couper des petits morceaux. Tu peux jusqu'ici, hein. Et tu goûtes, c'est un peu gluant, vas-y. Ça pique pas? Non, ça pique pas. Ok, c'est croquant. Alors, tu coupes ça. Et moi, je vais couper les maïs, tu mets tout dans le bol. Gluant, hein? Ouais. Alors, on n'a plus trop l'habitude de manger amer, gluant. Souvent, la cuisine, tu vois, tout est découpé en petits morceaux et on a tendance à plus mâcher. Par contre, c'est important qu'on ait des textures différentes pour la santé. Tu vois? Ouais. Moi, je vais rajouter un petit peu de ciboulette. Là, je coupe des plus gros morceaux. Et puis, les braides, les épinards, les feuilles comestibles. Voilà. Un vrai chef. Allez, tu mets ça là. Le plus simple, regarde, des fois, tu fais ça. Tac, tu prends ta planche. Tu verses un coup, quoi. Bon, fin de cuisinier. Alors, voilà ma base de légumes. On aurait pu mettre d'autres légumes. Hein. Et là, ben, je vais préparer une pâte à beignet. Regardez. Pour la pâte à beignet, 2 œufs, 250 ml de lait. La farine, on va la doser. Un petit peu de sel et une demi-cuillère à café de poudre à lever. Une pâte à beignet, c'est comme une pâte à crêpes, mais plus épaisse. Je commence par les éléments liquides. La raison pour laquelle je la fais avec un mixeur ou un blender, c'est de ne pas trop travailler la farine, sinon elle devient élastique. La poudre à lever. Ça, c'est ma base. Et je peux la laisser au frigo. La pâte à beignet, c'est pour enrober le légume. Ça sert à rien de trop en mettre. Toujours commencer doucement. Hein.
vois, finalement, il y a quand même beaucoup de légumes. Hein. Ouais. J'adore faire ça. On va retourner les premières. Tu vois, on peut déjà commencer. Tu sens le popcorn? Ouais, les maïs. Voilà. Tu peux me redire ce qu'il y a dedans? Il y a du coco vert qu'on a mixé, il y a du curry, il y a un peu d'huile, il y a de la moutarde et il y a... C'est pas mal déjà. Juste un petit peu d'ail. un petit peu d'ail. Et après, toujours l'assaisonnement. Ouais. Le coco, il est un peu gras sucré, donc on va compenser avec pour trouver de l'aigre doux. Ah oui, on a du jus de citron, ça qu'on a mis Tu ça. vois, c'est comme ça qu'on va construire notre recette. Chercher toutes les saveurs, les goûts, pour que ce soit une explosion dans le palais. Hein, bien ouvrir les papilles, bien ouvrir les yeux sur le... Comme quand tu vas à la pêche, tu es en alerte. Et ben, les sens, ça sert à ça. Alors, là, il a mariné, tu vois. T'as vu? Ouais. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas du mulet. Hein. Ouais. Tu penses que le mulet, c'est un beau poisson ou c'est un poisson qui est pas très beau? Bah, Quand en tu le regardes. bof. Pas terrible, hein? Ouais. Une tête toute plate, tout arrondi là, grosse bouche. Pas très appétissant, on va dire. Ouais, mais par contre, le goût, il est bon. Mais là, est-ce que c'est appétissant? Ouais. Donc, hein, la bille ne fait pas le moine. Ouais. Si vous croisez du mulet au marché, sous-estimez pas cette espèce, parce que franchement, c'est de la qualité. Je vais essayer de faire des tranches. Un peu plus gros que le sashimi. Voilà. On va mettre un petit coup de sauce dans l'autre sens. Ouais. Tu sais, ça ressemble à la céréole, là, du kingfish. Oui. Karanga morose, hein? Ouais. Voilà. C'est vrai? Ouais. Par contre, là, c'est sûr, il n'y a pas la gratte. Ouais. Alors, bah, justement, pour nous en parler, on va interroger un scientifique, la ciguatera ou la gratte. Pour ceux qui l'ont attrapé, j'en suis sûr qu'ils s'en souviennent. Je m'appelle Mathieu Juncker, je suis biologiste marin et je travaille sur les ressources marines dans le Pacifique, en particulier en Nouvelle-Calédonie, sur leur bonne gestion, sur leurs évolutions. Donc ces ressources marines, à mon sens, elles sont essentielles en fait en Océanie parce que les îles du Pacifique dépendent directement de ces ressources, notamment lagonaires. Il faut savoir qu'il y a des îles où 90% des protéines sont puisées dans le récif. C'est le cas aussi en Nouvelle-Calédonie sur certains endroits ou certains tribus ou villages. Et donc cette ressource-là, eh bien, elle offre de grands bénéfices parce qu'elle est gratuite, elle est très accessible, parce qu'elle offre une superbe qualité de chair. Donc c'est vraiment de la protéine excellente. Mais il y a aussi également un risque qui est en fait la ciguatera ou la gratte. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est une intoxication lorsqu'on consomme souvent de la chair de poisson et qui va amener en fait à un certain nombre de troubles neurologiques. On va sentir des frissons, des impressions de chaud, de froid, des tremblements, mais aussi des vomissements, etc. Donc ça peut être extrêmement perturbant et ça peut durer longtemps. Et donc ces symptômes ils sont connus depuis des siècles et des siècles, hein. Ils ont toujours été là. La gratte c'est un phénomène naturel. La ciguatera, donc c'est juste une toute petite algue, une algue microscopique et qui pousse sur les algues qui sont plus grosses en fait. Et donc la ciguatera on la trouve dans le milieu naturel et quelquefois il y a des flambées de ciguatera, des flambées de gratte après le passage d'un cyclone, après un tsunami, après une perturbation majeure ou encore après une perturbation liée à l'homme. On va voir la construction d'un remblai
où cette petite algue va se développer en fait sur ce nouvel habitat, tout neuf, elle vient le coloniser. Et tout d'un coup, on constate, par exemple, c'est arrivé à Lifou il y a quelques années, sur effectivement un wharf, où en fait on a une flambée de gratte dans une tribu, parce qu'en fait on avait offert l'habitat favorable au développement de cette micro-algue. Les poissons se portent très bien, eux ils vont venir brouter en fait ces algues-là, ils les ingèrent, on les trouve dans leur tissu, et puis tout au long de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les gros prédateurs vont manger des petits poissons et vont accumuler dans leur propre tissu et dans leurs organes cette toxine en fait. Et au final, l'homme qui vient consommer ce poisson-là, qui est peut-être un poisson, un super prédateur, qui peut être, je ne sais pas, un barracuda, une loche, je ne sais pas que sais-je, un poisson en fait au sommet de la chaîne alimentaire, va lui s'intoxiquer. Le poisson, il se porte très bien, il est en bonne santé, mais l'homme qui le mange, eh bien, il va développer ses symptômes et finir sur un lit à la maison ou carrément à l'hôpital si les symptômes sont graves. Donc déjà, il y a des espèces qui sont toujours gratteuses, ou quasiment toujours gratteuses, les super prédateurs, et d'autres qui ne le sont à peu près jamais en fait. Par exemple, effectivement, un mulet n'est pas gratteux. Et les poissons qui le sont en fonction des endroits où ils sont capturés et des périodes de l'année en fait. Par exemple, le thasard du lagon, il est connu pour être gratteux plutôt en fin d'année, en saison chaude en fait. Et donc, pour finalement consommer sans prendre ces risques-là, il faut finalement discuter avec le pêcheur ou avec le poissonnier qui a une bonne connaissance du lieu où a été pêché le poisson, également de la période où il a été pêché et qui saura dire là, il n'y a pas de risque en fait, tu peux le consommer sans problème. Il apparaît dommage de focaliser son régime alimentaire sur quelques poissons, toujours les mêmes finalement. Pourquoi? Parce que en fait, ça réduit finalement le champ en fait, des protéines possibles. Et puis deuxièmement, ça exerce une pression de pêche uniquement sur quelques espèces parce qu'elles sont connues comme étant non gratteuses et qu'on n'a pas la curiosité d'aller voir d'autres espèces. On viendrait soulager la pression de pêche sur ces quelques espèces en élargissant l'éventail. Et par ailleurs, en fait, on vient consommer finalement d'autres protéines animales intéressantes et d'un point de vue effectivement sanitaire aussi, en fait. Qualité gustative et sanitaire. Celui-là. Tiens. Et avec la crème là. Ah ouais, c'est bon. T'as vu, on dirait presque plus du mulet. Hein. Ouais. Toi, quand t'avais été en Norvège, t'avais mangé du gravlax. Ouais, on a buffet à volonté. Tu fais à volonté. Ouais. Bon, ça va, on a du poisson à volonté, mais quand même. Hein. Ouais. Essaye de bien utiliser le poisson, bien Et utiliser les préserver. ressources, préserver. Bah là, les gars, tu valides? Ouais. Bien fait de mettre du curry. Hein. Ouais. Alors, toi, le gombo, là, il est un petit peu gluant quand même. Hein. Donc, si t'es pas habitué, bah, les légumes, faut que tu commences un petit peu. Puis au fur et à mesure, tu vas commencer à apprécier. Dire que l'émission est déjà finie. Et d'ailleurs, de la prochaine, qui t'invitera? À la prochaine, un autre enfant du lagon, mais lui, il en a fait son métier. On va accueillir Titou en Pouillot. Allez, bon appétit et à bientôt. Votre émission vous a été présentée par l'Agence Rurale.